Bonsoir. Alors, je suis pas très forte avec les micros, mais il paraît qu'il faut que je le prenne. Donc, alors bonjour. Donc Maria Mouliès, je suis pédiatre à l'hôpital depuis une vingtaine d'années en néonatologie. Voilà. Et j'ai été très contente qu'on me propose de parler des bébés prématurés parce que on n'a pas souvent l'occasion d'en parler et encore moins en médecine libérale. Donc c'est toujours intéressant que la néonate sorte un peu de l'hôpital et de son petit coin dans l'hôpital. Voilà, donc c'est le topo du jour, donc c'est un peu le suivi et le développement de l'enfant prématuré après sa sortie de l'hôpital. Donc au début on va faire un petit peu je vais vous donner quelques définitions et quelques chiffres. Après on essaiera de voir un peu dans quelles conditions nos enfants prématurés sortent de l'hôpital et on essaiera de me parler quand même un peu des séquelles auxquelles ils sont potentiellement exposés. Et après, on essaiera de voir comment vous, en tant qu'acteur de la médecine libérale, vous pouvez rentrer dans le cadre de ce suivi. Voilà. Alors, donc pour commencer, quelques définitions, bon, assez simples. D'abord, on parle de prématurité pour des enfants qui sont nés avant 37 semaines d'aménorrhée. Et nous, on fait plusieurs catégories de prématurés. Alors, on considère les prématurités simples. Alors, c'est jamais très simple de naître prématurément, donc c'est pour ça que j'ai mis des guillemets. Mais toutes les naissances entre 32 et 37 semaines. Et puis après, on a des catégories de la grande prématurité. Donc 32 semaines, c'est 7 mois de grossesse. Donc avant 32 semaines. Et dans cette catégorie, il y a une sous-catégorie qui est l'extrême prématuré, qui est celui de moins de 28 semaines. C'est celui-là qui va quand même nous occuper et nous préoccuper pendant les mois d'hospitalisation et surtout dans le suivi après. Il y a une notion qui est importante à connaître quand on prend en charge et quand on suit des enfants prématurés, c'est l'âge corrigé. Alors pour les pédiatres, c'est un truc simple, mais en fait, je pense que c'est pas forcément clair pour tout le monde. L'âge corrigé, c'est l'âge qu'aurait l'enfant s'il était né à terme. Donc en résumé, si il naît à 7 mois de grossesse, il lui manque 2 mois. Donc si quand vous allez les voir débarquer dans vos cabinets, ils auront officiellement 3 mois. Donc vous allez déjà tiquer parce qu'il va faire 3 kilos, donc vous allez dire c'est bizarre quand même. Et effectivement, cet enfant que vous avez sous les yeux qui a 3 mois d'âge civil, comme il lui en manque 2 puisqu'il est né 2 mois trop tôt, on considère qu'il a 1 mois d'âge corrigé. Et cet âge corrigé, c'est important dans le suivi parce que on va l'examiner comme un enfant de 1 mois. Alors, cet âge corrigé, on en tient compte uniquement sur le développement neurologique. C'est-à-dire qu'on va lui demander de faire à l'âge corrigé qu'il a ce que doit faire un enfant qui est né à terme et qui aurait l'âge qu'il a. On n'en tient pas compte, par contre, pour les vaccins. C'est-à-dire que nous, on commence à vacciner les enfants quand ils ont 2 mois, donc en résumé, quand ils sont juste nés, voire pas encore. Et on n'en tient pas compte non plus pour l'alimentation, pour tout ce qui est diversification, tout ça, on tient compte de son âge réel, parce que tout digestif, on l'a stimulé depuis la naissance pratiquement. On considère que ce statut, alors les parents, la majorité des parents, ils sont assez au clair à l'âge corrigé. Mais en fait, après, quand on leur demande, mais il a quel âge, ils disent, je dois vous dire en âge corrigé ou en âge vrai. Alors, donc, pour les parents, bien sûr, la naissance, c'est le jour de leur naissance, et l'âge, c'est l'âge de la naissance. Donc, et ce statut d'ancien grand prématuré, et donc d'âge corrigé, on le perd à l'âge de 2 ans. On considère qu'à 2 ans, il doit avoir rattrapé au moins sur les courbes et sur le développement un enfant qui est né à terme. En sachant que quand on a 2 ans, 2 mois de différence sur les enfants, on le voit pas. Par contre, quand on a 3 mois, 2 mois de différence, forcément, c'est bien plus important. Donc voilà, ça c'est une notion importante. J'espère que c'est bien clair pour tout le monde. Alors, je voulais donner quelques chiffres de Calédonie. Bon, je suis pas fan des chiffres, j'ai pas des statistiques, mais globalement, alors moi je vous disais, ça fait une vingtaine d'années que je suis là. J'avais fait déjà une étude en arrivant. En gros, on a à peu près le même pourcentage de naissances prématurées. En gros, on a 60 grands prématurés par an depuis 20 ans. À une dizaine près, mais pas beaucoup plus.
et ça correspond à peu près aux chiffres qu'il y a de métropole. Donc la prématurité en général, sur les chiffres de métropole, c'est aux alentours de 6%, un peu moins de 7%. Donc chez nous, ça fait à peu près 200 prémas par an, et dont 60 moins de 32 semaines, c'est-à-dire 60 grands prématurés. Alors, d'où je viens? Quand je nais prématurément, où est-ce que j'arrive? Donc clairement, et ça pour les parents c'est vraiment très net, ils arrivent dans un monde complètement inconnu. Je pense qu'il y en a dans la salle pour qui aussi la néonate est un monde complètement inconnu, et très anxiogène. Très anxiogène parce que c'est quand même un environnement de réanimation. Enfin, je parle pour les grands prématurés, bien sûr. C'est un environnement de réanimation avec plein de machines, plein de ventilateurs, plein de bips, plein de scopes. Donc, je pense que nous, on les voit plus, mais je pense que les parents, quand ils arrivent, ça fait vraiment un choc. Et puis, on est face à des bébés qui sont extrêmement fragiles. C'est sûr que quand on est à moins d'1 kilo, aux alentours d'1 kilo, on est extrêmement fragile. Et on est dépendant vraiment aux machines. Et clairement, à l'arrivée en néonate, et les parents on le ressent bien, enfin, ils sont vraiment dans cet état d'esprit-là. C'est des enfants qui ont un présent et un avenir incertain. Donc, c'est quand même une situation ça, c'était juste pour vous faire une petite photo un peu de d'où viennent les enfants que vous allez avoir, qui feront 3 kilos dans votre cabinet. Alors, juste pour la petite histoire, cet enfant-là que vous voyez, qui nous regarde avec sa sonde d'intubation, là, c'est le même que celui-là. Donc quand est-ce qu'il sort? Parce qu'à un moment, il faut quand même qu'on ait des critères de sortie. Donc, pour pouvoir sortir de chez nous, il faut au moins avoir 36 semaines en âge corrigé. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils naissent à 32 semaines, au bout d'une semaine, alors on est sur nos transmissions à 32 plus 1, 32 plus 2, 32 plus 3. Puis on compte comme ça jusqu'à la sortie, jour par jour. Bon, il y a des collègues qui ont essayé d'informatiser le truc, mais ça n'a jamais marché. Donc, tous les jours, on met à jour et on compte. Donc, en fait, il faut au moins qu'il arrive à 36 semaines. On dit parce que, comme je vous disais tout à l'heure, la prématurité, c'est 37. Bon, on considère qu'à partir de 36, quand ils naissent à 36, on les hospitalise pas forcément. Donc, il faut au moins qu'il arrive à 36 semaines. Il faut au moins qu'il fasse 2 kilos. Bon, clairement, c'est une barre psychologique. On n'a pas fait souvent sortir des enfants de moins de 2 kilos. Nous, on les trouve gros, à 2 kilos, clairement, je vous le dis tout de suite. Mais je pense que pour les gens qui vont... Et même les parents finissent par les trouver gros. Hein. Quand on commence à 800 grammes, ils les trouvent très gros à 2 kilos. Mais voilà, donc il faut quand même qu'ils aient passé la barre de 2 kilos. Et le poids de sortie est... inversement proportionnel à la distance où les parents habitent par rapport à Nouméa et par rapport au CHT. Clairement, plus ils partent loin, plus on demande un poids plus important. Pour pouvoir sortir, il faut qu'ils soient autonomes sur le plan respiratoire, c'est-à-dire plus d'apnée, plus de bradycardie, plus d'anomalies sur la respiration, et qu'ils soient capables de respirer en tétant. Parce que ça suffit pas de respirer tout court, il faut aussi respirer en tétant. Et il faut qu'ils soient aussi autonomes sur le plan alimentaire. Donc, c'est-à-dire qu'ils soient capables de téter toute leur ration alimentaire au sein ou au biberon et qu'en tétant toute leur ration, ils aient une croissance régulière. Il faut aussi que les parents soient prêts. C'est pas anodin parce que effectivement, comme vous avez pu imaginer avec les diapos qu'on a vus tout à l'heure, quand il y a un côté très anxiogène. Ils ont vécu des ascenseurs émotionnels avec des je vais mieux, hop, je vais pas bien. Bon, c'est des histoires des fois un peu douloureuses et les parents des fois ils ont très peur de partir. Et moi, il y a des témoignages de mamans qui disaient plus j'avançais vers la sortie, plus j'avais peur. Et ça, c'est vraiment donc il faut qu'on tienne compte de ça. Et puis après, il faut qu'il ait un petit programme de suivi quand même, parce que ça, c'est la clé du truc. Donc avant la sortie, donc ça c'est les critères, mais avant la sortie, on fait un peu le point, enfin dans les semaines à la sortie, on se fait des checklists là, de tout ce qu'il doit faire. Bon, bien sûr, on fait un point sur le côté neurologique parce que ça, c'est quand même le nœud de son histoire. Sur un examen clinique, ce qui est quelque chose de très important. Avoir une idée d'un examen clinique à la sortie, ça fait partie des choses capitales. Ils ont tous des échographies transfontanellaires. On commence à les faire, bien sûr, au début de l'hospitalisation et on suit. On les fait régulièrement et on en fait une aux alentours du terme, vers 36 semaines, qui nous permet d'avoir un peu une idée précise de l'image, parce que c'est qu'une image de cerveau.
Et dans certaines situations, éventuellement, on peut préciser si on a des doutes avec une IRM ou s'il y a eu des histoires compliquées sur le plan cérébral pendant le parcours. Il y en a quelques-uns qui ont une IRM aux alentours du terme. Après, on fait un bilan neurosensoriel. Ils ont tous un fond d'œil. Pareil, on commence les fonds d'yeux pendant l'hospitalisation et on les suit. Et voilà, on a une idée pour prévenir la rétine, enfin, suivre éventuellement une rétinopathie qui est préexistante. Et des PEA. Ils ont tous un dépistage auditif. Donc ça, c'est le check-up. Après, avant la sortie, surtout chez les grands prématurés, on commence les vaccins. En fait, les premiers vaccins, généralement, ils sont faits chez nous. Les vaccins des 2 mois. Donc, comme je vous disais, il y a 2 mois, il y en a qui sont pas encore officiellement nés. Donc, on commence à faire les vaccins chez nous, et ce qui permet aussi de pouvoir faire une surveillance scopée des premiers vaccins. Parce que les très grands prématurés, ils font souvent des événements sur les premiers vaccins. Donc, voilà. Et s'ils font des événements, on les reprendra au vaccin suivant. Donc on fait, alors après le schéma vaccinal, il est un peu différent. Il n'est pas très différent, le schéma vaccinal des bébés prématurés. Il est dans le carnet de santé, marqué inférieur à, alors c'est 33 semaines. Donc en fait on dit c'est tous les grands prématurés qui ont ce schéma vaccinal un peu différent. La grosse différence, c'est que au lieu d'avoir que 2 injections pour les hexavalents et le pneumocoque, ils en ont 3. En fait, il y a une injection de plus à 3 mois. Mais autrement, les autres vaccins sont différents. L'autre différence, c'est le Beyfortus. Donc là, le Beyfortus, on en entend pas mal parler. Enfin, pour ceux qui suivent des enfants, des petits, on en entend parler en ce moment parce que c'est la période où on vaccine tous les enfants. Enfin, c'est pas un vaccin, mais où on fait des injections de Beyfortus à tous les enfants qui sortent tous les enfants dans le premier mois de vie. Et nos bébés prématurés, eux, ils y ont droit toute l'année. Donc ça, c'est un peu la différence. Après, méningo, rotavirus, qui sont pas des vaccins obligatoires, on leur propose, on les protège un peu plus. Enfin, on va être un peu plus insistant sur les vaccins non obligatoires. Normalement, à la sortie, ils ont tous un compte rendu qu'on imprime dans le carnet de santé et alors, il est forcément dans le carnet de santé. Après, des fois, on n'a pas ou les parents nous ont pas donné tous les noms des acteurs autour de son suivi. Donc, si jamais vous avez un enfant qui est né prématurément, n'hésitez pas à contacter le secrétariat pour avoir le compte rendu. Il n'y a aucun souci, on vous le passe. Et puis après, il a son calendrier donc de suivi. Voilà. Alors, je vais faire un peu. Voilà. En gros, je vais pas vous donner trop de détails parce que c'est un peu casse-pied, mais en gros, alors je parle des grands prématurés, de ceux qui sont nés moins de 32 semaines. Les autres, ils ont un suivi un peu plus allégé. Donc nos grands prémas, en gros, ils ont 3-4 consultations de pédiatre la première année. On les laisse partir avec un élastique. On tire de temps en temps dessus. Et puis après, ils ont 2 consultations la deuxième année, et puis ils ont une consultation par an. Et en théorie, on les suit jusqu'à 6 ans. Et 6 ans, c'est s'ils vont bien. Parce que s'ils vont pas bien, on ne sait plus jusqu'à quel âge on les suit. Donc c'est un suivi quand même qui est, pour les grands prématurés, qui est assez lourd. À la sortie, ils ont souvent un contrôle. Dès qu'il y a un problème au fond d'œil ou il y a un doute sur un trouble auditif, ils peuvent avoir des contrôles programmés. Ils ont tous plusieurs bilans psychomoteurs dans la première année. Donc, soit la psychomotricienne, soit elle se cale sur nos consultations, soit elle les voit dans l'intervalle. Mais ils sont suivis, ils ont tous un bilan psychomoteur. Ils ont aussi tous un bilan orthophonique. Alors, en fait, l'orthophoniste et la psychomotricienne, elles font un bilan conjoint dans la première année. Enfin, elles font un bilan conjoint pour voir tout ce qui est trouble de l'oralité, sur le bilan assez précoce. Et puis après, à distance, normalement, on essaie de faire un bilan orthophonique à 4 ans. Tu me dis, Isabelle, si je me trompe, mais on essaie de faire un bilan orthophonique à 4 ans dans le cadre du DAMS de sur ces enfants-là. Et après, on a aussi à 3 ans un bilan un peu avant l'entrée à l'école, un bilan auditif et un bilan visuel. Voilà. Bon, ça c'était un peu en gros le programme, leur programme. Ils ont un calendrier de ministre quand ils suivent, clairement. Les parents, ils ont un peu mais en fait, ils aiment bien les parents aussi, ça les rassure de savoir qu'ils vont nous retrouver. Alors,
Le topo, c'est quand même d'essayer de parler un peu des séquelles de la prématurité. Je vais essayer de pas vous faire un truc trop liste et trop compliqué, mais c'est pour vous donner quand même un peu des idées parce qu'on a quand même, on sait que la prématurité, ça peut entraîner des séquelles, notamment des séquelles motrices, mais l'idée, c'est savoir un peu où on se situe. La quasi-totalité des chiffres, en fait, elles viennent d'une étude de cohorte française, qui est une grosse étude. Alors, c'est la deuxième épipage 2 qui a débuté en 2011, et qui est encore en cours. Et il y avait une épipage 1 qui était en 97. Il y a plus de 500 enfants issus de 25 régions de métropole et le suivi il est à très long terme. Donc là, ils commencent à se donner à faire des suivis à 10 ans et je crois qu'ils ont prévu jusqu'à 15. Enfin, c'est vraiment l'idée de voir très loin. Il y a une notion qui paraît peut-être évidente, mais c'est toujours plus simple en le disant, c'est que le risque de séquelles, il est bien sûr inversement proportionnel au terme. Plus l'enfant est petit, plus il a des risques de séquelles. Mais par contre, ces séquelles, ils peuvent être présents jusqu'à 34 semaines. Et les 34 semaines, ils ont pas, il faut quand même les suivre. Et c'est vrai que souvent, on a tendance à oublier, parce que 34 semaines, ça va. Enfin, bon, nous, on en a un paquet, là, en ce moment. On fait pas mal de 34 semaines. Et voilà. Donc, en fait, ce qui ressort de ces chiffres, c'est qu'en gros, les extrêmes prémas, bon, eux, ils ont pris une barre à 27, 28. Enfin bon, on est en tout cas, ça veut dire avant 6 mois de grossesse, hein, donc entre 5 mois et demi, 6 mois de grossesse. Là, on est chez des enfants, il y a à peu près 35%, en gros, un gros tiers qui a un développement normal. Ça veut quand même dire qu'il y a 2 tiers qui n'ont pas de développement tout à fait normal. Et après, on va détailler quels sont les problèmes qu'ils peuvent avoir. Et il y a quand même à peu près un quart qui ont des séquelles sévères. Sur les grands prémas de moins de 32 semaines, mais de plus de 27, là, on est pratiquement à la moitié qui ont une trajectoire strictement normale. Donc, ça veut quand même dire qu'il y en a la moitié qui peuvent avoir des anomalies du neurodéveloppement. Et il y a à peu près sur ces enfants-là un cinquième qui a des séquelles sévères. Alors, les séquelles les plus importantes et celles qui apparaissent le premier et auxquelles on pense le plus souvent, c'est les séquelles motrices. Alors, séquelles motrices, effectivement, alors là, on reparle des moins de 32, c'est le truc du dessus, voilà, des moins de 32 semaines. Donc, en gros, il y a quand même entre 20 à 40% de séquelles mineures. Alors, des séquelles mineures, ça peut être c'est un peu des troubles, une lenteur, quelques troubles de la coordination, et il peut y avoir des troubles du tonus, et ça, ces séquelles, si elles sont dépistées assez tôt et surtout si elles sont prises en charge, il y a des séquelles qui peuvent être transitoires. Donc ça, c'est quand même, c'est pas des choses, c'est toujours pas tout à fait normal, mais c'est pas des choses forcément péjoratives. Et c'est là où tout l'intérêt du suivi, c'est de pouvoir dépister ce genre de séquelles-là qui sont les plus nombreuses. Après, on a des séquelles modérées avec effectivement quand même des troubles du tonus qui persistent, des troubles praxiques. Et là, on va avoir des enfants aussi qui vont être tous les 10, les troubles praxiques qui vont pouvoir avoir un retentissement sur leur parcours scolaire. Et après, il y a quand même malheureusement un faible pourcentage, mais de séquelles motrices majeures. Donc ça, c'est la fameuse infirmité motrice cérébrale avec le syndrome de Little, qu'on voit quand même de moins en moins, mais qui peut encore exister avec des enfants qui aussi peuvent associer des troubles cognitifs avec ça. Vraiment, ces séquelles motrices, c'est le diagnostic de la première année. Enfin, il faut vraiment que ça soit diagnostiqué lors de la première année. Et la première année, on est vraiment très orienté dans son examen sur la motricité. Donc, comme je vous disais, c'est inversement proportionnel au terme. Hein, donc, c'est bien plus important plus l'enfant est prématuré. Et en fait, ces séquelles motrices, elles sont liées à des lésions de la substance blanche. Et c'est la fameuse locomalacie périventriculaire pour les intimes. Et c'est donc un peu prévisible. C'est pour ça qu'on fait des échographies transfontanélaires, éventuellement des IRM, parce que ça nous donne. C'est vrai que quand on a des enfants qui ont des anomalies à l'échographie transfontanélaire, donc c'est pour ça que dans les comptes rendus, ça sera marqué. C'est des enfants qu'on va suivre avec un regard un peu plus affûté.
l'importance de ces séquelles motrices, c'est vraiment le dépistage et la prise en charge précoce. Enfin, vraiment, ce que montrent les études maintenant, c'est que plus la prise en charge est précoce, c'est bon. Après, ça paraît une lavalissade, mais plus la prise en charge est précoce, et plus on est efficace. Donc c'est là où vous avez votre rôle parce que nous, on les voit 3 fois ou 4 fois dans la première année, mais il peut y avoir 2-3 mois pendant lesquels on les voit pas. Et là, vous allez voir pour un nez qui coule, ou pour une hyperthermie, ou parce que c'est un moment des vaccins, vous pouvez avoir un œil sur ces enfants-là et effectivement dépister, éventuellement alerter ou éventuellement initier une prise en charge. Parce que c'est vrai que si on a des séquelles motrices, il faut initier une prise en charge en kinésithérapie. Alors après, on peut bien sûr Enfin, on peut être joignable, en discuter avec vous, mais c'est vrai que il y a même des enfants à qui, ceux pour qui on a des inquiétudes ou qui sont vraiment nés très prématurés, on fait en fait on fait de la kiné préventive entre guillemets. Enfin, en tout cas, on débute des fois la kiné dès la sortie de la néonate. Donc ça, c'est important. Alors, pour avoir une idée un peu pour dépister ces séquelles motrices, je me suis permis de vous mettre quelques repères sur les étapes de développement. Parce que, alors là, c'est là où on reparle de l'âge corrigé. Donc, c'est-à-dire que c'est l'âge qu'il aurait s'il était né à terme. On est d'accord que quand il a 3 mois d'âge mais qu'il a qu'1 mois, on ne va pas lui demander de tenir sa tête, on ne va pas lui demander de se retourner. Donc, il y a des petites choses, mais c'est vraiment important parce que après, l'idée, c'est peut-être pas de faire un examen, et même nous, on le fait pas forcément, l'examen de la psychomotricienne qui va être très fin et très détaillé, mais c'est s'il y a une étape qui est pas franchie, je pense que c'est important de faire de pouvoir alerter et de pouvoir éventuellement nous leur adresser. Nous, on a un planning de consultation qui a sûrement rien à voir avec le vôtre. Hein. Moi, j'en avais 7 aujourd'hui, je trouve que c'est énorme et c'est mon seul jour de consultation de la semaine. Donc, on n'a pas beaucoup de disponibilité, mais par contre, on a la possibilité de les voir s'il y a vraiment il y a un besoin urgent. On les verra et on les verra avec plaisir s'il y a une inquiétude de votre part. Donc, en gros, ce qui est important, c'est que tous les enfants, ils doivent tenir leur tête à 4 mois, doivent commencer à se retourner vers 5 mois. La tenue assise, elle doit commencer vers 8 mois. En tout cas, elle doit être vraiment acquise à 9. Et ils commencent à se déplacer. Alors, ils sont pas obligés de faire un 4 pattes vraiment académique, mais enfin, il faut qu'ils se déplacent entre 9 et 11 mois. Ils commencent à tenir debout vers 12. Et puis, l'acquisition de la marche. Alors, l'acquisition de la marche, généralement, c'est considéré entre 12 et 18 mois. Enfin, ceux qui vont pas acquérir la marche, on a déjà eu des signes sûrement un peu avant. Et puis après, ils tapent dans un ballon, ils commencent à courir entre 18 et 24 mois. Donc ça, c'est des petites étapes, mais c'est vraiment des choses au quotidien. C'est pas et ça suffit. En fait, il n'y a pas besoin de faire vraiment des choses très très compliquées. Donc ça, les séquelles motrices, c'est une chose, mais après, il y a les séquelles du neurodéveloppement plus global. Et là, on a les séquelles sensorielles, donc c'est là où on voit les troubles visuels qui sont liés à la rétinopathie du prématuré, les troubles auditifs et le retard du langage. Ça, c'est vraiment, retard du langage, c'est vraiment quelque chose de capital à dépister. Alors, dans l'étude, entre guillemets, enfin le suivi qu'on avait fait il y a quelques années quand je suis arrivée à l'hôpital, on s'était rendu compte que on a à peu près globalement les mêmes chiffres de séquelles qu'on peut avoir en métropole, sauf le retard de langage. On a beaucoup plus de retard de langage. Donc ça, c'est un point à souligner et à prendre en compte. Après, donc, il y a aussi des troubles cognitifs, des troubles des apprentissages, des troubles du comportement, des troubles attentionnels. Tout ça, il y en a chez tous les enfants, mais il y en a plus chez les enfants prématurés. Donc, c'est pour ça que l'on les suit jusqu'à 6 ans, parce que clairement, les troubles attentionnels et les troubles cognitifs, on les aura pas à 1 an ou à 2 ans. On les aura vraiment sur un suivi un peu plus prolongé. En gros, on les suit jusqu'à l'entrée en CP. Ces troubles, ils sont pas toujours faciles à diagnostiquer, donc il faut prendre son temps et puis il faut se faire aider par d'autres
professionnels, mais c'est clairement les troubles les plus fréquents. Et là aussi, votre rôle, c'est le même, hein, c'est de dépister, d'alerter, et éventuellement d'initier une prise en charge avec un bilan orthophonique. Alors là, j'ai une diapo. Ouais, ah oui, elle est sortie tout d'un coup. Bon, bref, c'est pas très grave. L'étape du développement du langage, toujours pareil, en âge corrigé. En gros, je vous ai mis là, alors je pense que c'est diapo, vous pouvez les avoir. C'est important d'avoir une idée de à quel âge il fait quoi au niveau du langage. Donc là, le bébé, ce qui est important au début, les 2 premiers mois, c'est essentiellement le sourire-réponse. Il faut vraiment que à 2 mois d'âge corrigé, donc nos prémains vers 3-4 mois, voire plus, doivent commencer à avoir des sourires-réponses. Souvent, ils font avant, hein, mais il faut que ça soit acquis à cet âge-là. Si c'est avant, c'est pas grave, hein, ils ont le droit. À 4 mois, il commence à émettre un peu des sons. C'est le moment où il éclate de rire. Bon, voilà. Je vais pas tout vous détailler, mais vraiment, c'est les étapes importantes. En fait, ce qui est surtout important, c'est quand il commence à répéter les sons vers 7-8 mois. Et après, il commence à répéter les syllabes. Il fait bababa, tatata, papa. Papa, il est content parce qu'il pense qu'il a dit papa. En fait, il dit papa, 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 papa. Mais voilà. Donc après, il va, et c'est en répétant qu'il va finir par dire que papa. Voilà. Donc, les différentes étapes du langage sont importantes à connaître, au moins avoir un peu une idée de ce qui se passe. Alors, attends, là. Ouais, d'accord, il me le fait maintenant. Ok, bon, désolé. Bon, voilà, bon, enfin, on va faire vite. Et oui, il y a aussi une étape importante à 9 mois, c'est qu'il désigne un objet. C'est l'âge où il commence à montrer. Là, il ne sait pas encore trop il sait ce qu'il veut, mais il ne sait pas comment le dire, donc il va commencer à le montrer. Ça, c'est important. Et voilà. Et après, là, il commence à comprendre entre 12 et 14 mois, et il maîtrise une dizaine de mots, et après un petit peu plus. Voilà, excusez-moi pour le... Voilà, pour le... Alors, je ne peux pas parler de langage et de troubles de l'attention sans, mes collègues me reconnaîtront, sans parler des écrans. J'espère que vous êtes tous convaincus, mais je vais vous en remettre une couche quand même. Bon, les écrans, c'est un fléau. Et j'ai encore vu une petite en consultation, une 25 semaines, qui a 1 an, des parents super et tout, et j'ai dit, elle regarde la télé. Et en fait, au début, j'ai même pas posé la question, tellement je suis sûre que les parents étaient super, dans la salle d'attente, c'était avec des livres, super. Et elle rentre, la petite, elle était, sur le plan moteur, absolument parfaite. Elle commence à devoir marcher, elle a 10 mois d'âge corrigé, elle est vraiment parfaite. Par contre, j'ai voulu l'examiner, je la pose sur la table à manger, elle commence à tourner, à remettre partout. Je lui donne des petits objets. À cet âge-là, il y a un objet, j'ai des super petits cochons de couleur en bois. Et elle commence elle s'intéressait pas du tout. Elle était en train de bouger partout et je la prends dans mes bras pour l'amener sur la balance et en fait, cette gamine, je dis mais elle regarde la télé et la maman qui dit chez nous non, mais alors chez nous tout le temps. En fait, chez la nounou, la télé est allumée tout le temps et elle va 5 jours par semaine chez la nounou. Donc forcément, alors bon, j'ai expliqué aux parents qu'il fallait que je change de nounou. Moi. Elle me dit, c'est dommage, je suis la 3e. Je dis, bah oui, mais c'est pas la bonne. Bon, enfin bref. Donc, c'est vraiment, vraiment. Maintenant, en fait, avant, je le faisais pas, mais depuis quelques années, je demande le sommeil, l'alimentation, les écrans. Et je commence dès 1 an. Enfin, même dès avant. Bon, bref. Et puis là, il faut prendre, quand c'est ça, il faut prendre 1/4 d'heure avec les parents pour leur expliquer. Bon, je vais pas vous expliquer, sinon j'avais pour 1 heure, mais il faut pas. Ouais. Les écrans, la règle, c'est 0 avant 3 ans au moins, voire 6. Les pédiatres, ils sont gentils, ils disent 3 ans. Les neuropsychologues, ils disent 6. Bon. En tout cas, c'est pas avant 3 ans et le moins possible avant 6. Clairement, ça diminue les interactions. Ah, ils sont sages, hein, dans leur coin. Ça diminue les interactions. Et qu'est-ce qui fait qu'un enfant se développe? C'est parce qu'on interagit avec lui, parce qu'on lui parle, c'est parce qu'on échange, c'est parce qu'on échange des émotions. L'exposition aux écrans, ça majore les retards de langage. Alors déjà, nos prémas, ils en ont plus. Nos prémas calédoniens, ils en ont encore plus. Alors, si on les met dans les écrans, c'est une catastrophe. Et d'ailleurs, cette petite qui avait 1 an, elle n'était pas bisyllabique. Elle faisait pas papa, baba, rien du tout. Donc, vraiment, les écrans, quand les études, elles montrent que quand il y a des expositions régulières avant 1 an, ça multiplie par 7
le risque de retard de langage, et avant 3 ans, ça multiplie par 3. Donc, après les troubles du comportement, les colères, les enfants, ah mais je comprends pas, ils se roulent par terre. Ah, ben, éteignez la télé, ils se roulent vraiment par terre. Bon, après, il y a des enfants qui ont des vrais déficits attentionnels. C'est pas, mais nos enfants prématurés qui ont un risque plus important, si en plus on en rajoute, ça va pas les aider. Plus d'écran, c'est moins d'échanges, c'est moins de partage, voilà. Si vous avez un peu de temps, allez voir le collectif de surexposition aux écrans. Ils ont un site qui est très bien fait, avec plein de témoignages. Il y a même des flyers. On peut commander des flyers, des posters. Enfin voilà, c'est très bien. Voilà. Après, j'ai bientôt fini, vous inquiétez pas. Alors, les séquelles somatiques, parce que bon, les séquelles neurodéveloppementales, c'est bien, mais il y a aussi les séquelles somatiques. Alors là, je vais pas dire beaucoup sur les séquelles respiratoires, parce que ma collègue va vous en parler, mais c'est quand même 40% de nos moins de 28 semaines. Hein. Moi, je voudrais juste faire un petit flash sur les retards de croissance. Clairement, nos prémains, ils sont pas gros. Majoritairement, ils commencent avec un retard de croissance. Comme ils sont pas très en forme, souvent, ils cumulent avec un retard de croissance extra-utérin. Donc, ils arrivent à la sortie, s'ils font 2 kilos, on est content, à terme. Donc, c'est vraiment important de suivre. Alors, suivre, ça veut pas dire engueuler les mamans parce que les enfants grossissent pas. Mais le suivi, dans le carnet de santé, il ne faut pas juste les peser, il faut les mesurer et faire le périmètre crânien. Parce que le poids, c'est bien, mais comme je dis souvent aux mamans, nos enfants qui ont à peu près 85 ans d'espérance de vie, ils peuvent grossir, voire maigrir pendant 85 ans. Par contre, la tête et la taille, le PC, c'est à peu près à 5 ans, ils ont leur taille de tête adulte. Et la taille, à 15 ans, ils arrêtent de grandir. Donc, c'est pas à 14 ans et demi qu'il faut se rendre compte qu'ils sont trop petits. Donc, c'est important de les mesurer. L'autre chose aussi, c'est que là aussi, vous avez un rôle de dépister et d'initier une prise en charge. C'est sûr que forcément, celui qui grandit pas bien, il va sûrement pas trop grossir. On peut l'aider un peu, hein. On a le droit de lui donner un peu de calories. Donc Leïla me confirme que les calories, c'est le gras. Donc c'est que du gras. Donc nous, on leur met un peu de gras dans tous nos biberons là. Il faut pas hésiter à supplémenter en graisse. Alors en gros, on met un peu de d'isio 4. On peut mettre une cuillère à café dans un biberon. Enfin après, mais on peut mettre un peu d'huile dans les biberons pour enrichir. Autre chose aussi, et ça c'est par expérience, alors c'est pas pour les premières années, mais assez vite quand ils passent au lait en poudre, parce qu'ici, le lait de Blanchard, Sunshine et tout ça en poudre, les mamans elles mettent dans l'eau dans le biberon autant de cuillères de lait qu'elles mettent dans leur café pour elles. Donc en gros elles mettent 2 cuillères. Et donc tout d'un coup là quand ils passent au lait, ils grossissent plus. Parce qu'en fait, elle leur met, mais 300 millilitres. Ah, mais 300 millilitres, c'est bien, pourquoi il grossit pas? Parce que dans 300 millilitres de lait, il a 2 cuillères à café de lait en poudre. Donc ça, je peux à tous, ils ont, quand vous demandez comment ils reconstituent le lait, hein? Ben oui, ça paraît une question bizarre, mais effectivement, c'est marqué, c'est 200 millilitres pour 2 cuillères à soupe, je crois, 2 ou 3. Enfin, moi, c'est beaucoup plus que ce qui est habituellement fait. Après, il peut y avoir aussi des troubles digestifs, des troubles nutritionnels. Donc, le reflux gastro-œsophagien est plus fréquent chez les prématurés. Généralement, on a essayé de régler le problème avant qu'ils sortent, mais pas toujours. Et puis, les troubles de l'oralité. Bon, ça aussi, on essaie d'avoir réglé le problème avant qu'ils sortent, mais les enfants qui ont été, même si on essaie de faire attention, mais qui ont eu plein d'expériences négatives autour de la bouche, ils ont beaucoup de troubles de l'oralité. Juste rapidement, 2 petits cas cliniques, c'est juste pour vous illustrer ce que je vous disais. C'est une petite préma qui est née chez nous, Fleur, qui est née à 25 semaines, qui était ce qu'on appelle eutrophe à la naissance, donc c'est un poids normal pour 25 semaines, poids de taille. À 1 an, alors là vous avez sa courbe de poids, attends, je vais juste faire de bêtises. Ouais, courbe de poids en haut, courbe de taille au milieu et périmètre crânien en bas. Donc en fait la courbe de taille globalement elle rentre, alors pareil, hein, on a le droit, il faut qu'elle rentre dans les courbes à 2 ans, donc globalement elle rentre dans les courbes. On ne dit pas qu'elle soit au milieu des courbes, elle rentre dans les courbes, c'est tout ce qu'on lui demande. Et puis là après, de toute façon là maintenant je l'ai pas remis le dernier point, mais pardon, hop, choup, au secours. Alors
Il fallait bien que je fasse un truc comme ça. Attends, je vais faire avec la main, ça ira plus vite. Donc, là voilà. Donc après, je fais ça. Tchuc. Ça disparaît. Pardon, excusez-moi. Ah, c'est plus moi là. Si, c'est bon. Donc, je vais pas le faire là. C'est là. Donc, à 1 an, elle commence à rattraper le poids et la taille. Elle est à moins 2 DS, donc elle rentre dans les courbes. Et le PC reste à moins 3. À 18 mois, elle est bien dans les courbes pour le poids et la taille. Par contre, le PC, il stagne. Et clairement, cette petite fille, elle a une anomalie du développement sévère. Et voilà. Donc ça, bon, après, on le voit sur l'examen clinique, mais c'est quand même pour montrer l'importance des courbes. Et après, il y a Samuel, qui est né à peu près au même terme, à peu près au même poids, donc eutrophe aussi, qui a 1 an déjà commence à rentrer est bien dans les courbes pour le poids et la taille, pour le périmètre crânien, et à 18 mois, il continue. Et en fait, c'est un enfant qui a un développement parfait. Et lui, il a sa courbe de PC qui commence à... Souvent, ils font ça, les prématurés. Ils partent de très très bas, ils rentrent doucement, doucement, puis après, quand ils ont trouvé leur couloir, hop, ils y restent. Voilà. Mais donc ça, c'est important c'est pour vous dire que c'est important de mesurer la tête des bébés. En gros, alors, c'est quoi le grand prématuré et son médecin traitant en ville? Bon, alors là, c'est la gestion des problèmes somatiques. Ça, on vous laisse ça, on est ravis. En urgence aiguë. Donc ça, Célie va vous donner quelques petites choses, expliquer comment il faut gérer ça. Le suivi de la croissance, donc j'espère que vous avez compris. Suivi du neurodéveloppement. Attention aux écrans, je vais redire encore une fois, vous inquiétez pas. Et soutien et écoute des parents. Alors, les mamans, elles les connaissent super bien, leur bébé. Elles ont fait des heures et des heures de peau à peau. Elles les connaissent bien. Si elle vous dit, il n'est pas comme d'habitude, il faut l'écouter. Il ne faut pas dire, mais non, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, on a envie de faire ça aussi, hein, mais elles les connaissent, donc il faut vraiment les écouter. Et il faut les soutenir, hein, parce que ces mamans, elles tiennent, elles sont super fortes. Bon, papa aussi, hein, mais elles tiennent. Et quand le gamin commence à aller bien, pouf, là, elles lâchent. Donc il faut que vous repériez ça. Donc dépister, alerter, initier. Ça sera mental. Et en conclusion, tout n'est pas joué à la sortie de l'hôpital. C'est important quand même que vous sachiez qu'il y a besoin d'un suivi et qu'on peut mettre en place des choses pour les aider. Suivre la croissance et le neurodéveloppement, c'est important, mais il faut leur laisser le temps. Il faut leur laisser le temps de rentrer dans les courbes, il faut leur laisser le temps de se développer, il faut tenir compte de l'âge corrigé. Un suivi régulier et une prise en charge précoce, c'est vraiment capital. Et stopper les écrans. Merci. Voilà, ça c'est Michael, qui est né à 25 semaines, que vous voyez là. Là, c'est la main de l'infirmière. Voilà. Et il va très bien. Bon, et ça, c'est une photo qui date de 2017. Donc maintenant, je ne le suis plus, il va très bien. Voilà. Merci. Je te laisse. Alors, je sais plus comment on met fin. On fait les questions après, c'est ça l'idée? Parce qu'elle est... Ouais, d'accord. Je ferme et je te laisse la place. Hop. Cool. Et après ça. Eh ben, bonsoir à tous. Donc, moi, c'est Célie, assistante actuellement en néonat, fraîchement arrivée sur le territoire en début d'année. J'ai fait sinon mon cursus sur Marseille. Et donc, on m'a proposé ce soir de vous parler un peu des urgences chez le petit nourrisson. Donc, j'ai mis moins de 1 an, ça va vraiment plutôt être topo sur le petit. J'ai pris pour partie de vous faire un truc très pratico-pratique, pas d'épidémio, pas de grandes études. C'est vraiment, comme le titre l'indique, du kit de survie et de vous donner un peu les clés pour ne pas passer à côté de l'enfant qui ira mal par la suite. Donc, les objectifs de cette présentation, ça va vraiment essayer de vous créer un cadre sécurisant quand vous voyez un nourrisson au cabinet. Et avec ça, d'essayer de vous donner des automatismes et des réflexes rapides pour que vous puissiez classer ces enfants et savoir qui vous pouvez rassurer, renvoyer à la maison et qui, au contraire, il va falloir adresser à l'hôpital.
Cette présentation, je me suis basée, on va dire, j'ai fait 4 topos sur 4 grands symptômes, la fièvre, les pleurs, la détresse respiratoire et les vomissements. Et pour chaque catégorie de symptômes, je vous ai fait des petites fiches, pense bête, en mode rouge, c'est que les enfants, ça va mal aller, on les envoie à l'hôpital. Orange, bon, ça peut passer en libéral, mais il faut les surveiller. Et vert, on peut rassurer tout le monde et tout le monde rentre à la maison tranquillement. Donc la problématique qu'on peut rencontrer avec le nourrisson, c'est principalement que l'examen, les symptômes qu'il va présenter, c'est peu spécifique et donc c'est des fois difficile d'interpréter tout ça. À cela s'ajoute qu'un bébé, quand il commence à aller mal, il va souvent très vite mal. Donc dès qu'on ne le sent pas, il ne faut pas traîner. Et que on peut se faire avoir, l'examen il peut être un peu trompeur, on a tous l'image du beau et petit bébé qui est tout calme dans les bras de sa maman, mais il faut bien retenir que un nourrisson des fois qui ne fait pas de bruit, et finalement c'est celui qui peut aller plus mal, et il ne faut pas essayer de ne pas se faire avoir avec ça. Donc en première chose, avant même de poser une question, avant même d'examiner l'enfant, de toucher l'enfant, parce que dès que vous allez toucher un bébé, il va se mettre à pleurer souvent dans la plupart des cas, c'est de le regarder. Vraiment, on le regarde en salle d'attente quand il arrive dans les bras de ses parents, et on va faire ce qu'on appelle le CRC. Donc c'est vraiment, nous, ce qu'on fait aux urgences pédiatriques, l'infirmière d'accueil aux urgences, elle va regarder le bébé, et c'est elle qui va un peu le classer comme ça, en regardant son comportement, savoir s'il est tout mou dans les bras de ses parents, s'il fait que hurler tout le temps. Regardez comment il respire, s'il est polypnéique, s'il fait des apnées, s'il a des signes de lutte. Et puis sa coloration, donc s'il est pâle, s'il est cyanosé, si il est marbré, voilà. Il faut savoir que s'il y a un de ces éléments-là qui va pas, déjà, c'est que l'enfant il est dans le rouge ou dans le orange, et par la suite, il va falloir être vigilant. 3 questions clés, je pense, qu'on peut poser aux parents quand ils arrivent. C'est déjà, est-ce qu'il est comme d'habitude? Ou est-ce qu'il a changé de comportement? Sinon, qu'est-ce qui les inquiète? Pourquoi ils sont venus vous voir aujourd'hui? Vraiment essayer de cibler, eux, leurs demandes. Et puis, toujours s'intéresser à l'hydratation, parce qu'un bébé, quand il va pas bien, souvent, la première chose qu'il va arrêter de faire, c'est de téter. Et donc, comme l'a dit Marie-Ève, les parents, ils connaissent leurs enfants. Par cœur, mieux que vous souvent, et du coup il faut savoir les écouter, essayer de travailler avec eux et pas contre eux. Alors il y a toujours le truc de l'angoisse des parents qui peuvent rajouter un petit peu et surestimer un peu l'état de leur enfant, mais il faut savoir les écouter et il faut pas partir en tête de moi j'ai l'impression qu'il va bien, ce qu'ils disent c'est n'importe quoi. Voilà, vraiment un travail d'équipe avec eux. Ça paraît bête, mais je le répète, il faut toujours examiner le bébé entièrement déshabillé et on enlève la couche. Donc c'est pareil en consultation, j'ai fait un peu libéral. Les parents, ils mettent 2 heures à déshabiller leur enfant, c'est insupportable. Toi, t'es allé en derrière ton ordi, t'attends. Mais voilà, il faut vraiment les examiner tout nus, couche enlevée. Donc première partie sur la détresse respiratoire et on va principalement s'intéresser à la bronchiolite qui est le motif, je pense, principal que vous pouvez rencontrer. Donc pour ça, je me suis basée un petit peu sur les recos de l'HAS. Donc la bronchiolite, quand j'adresse aux urgences, ça va être dans les bronchiolites sévères qui sont caractérisées par des signes de tirage importants, donc ça va être des tirages susternales, des battements des ailes du nez, des ballassements thoraco-abdominaux, ou par une polypnée très élevée, supérieure à 70 par minute, ou à l'inverse, un enfant qui va être bradypnéique avec une fréquence respi inférieure à 30. Bien prendre la fréquence respi sur 1 minute, c'est pareil, c'est un peu laborieux, mais ça vous donnera un chiffre plus fiable pour la suite. Bien sûr, s'il est cyanosé, s'il présente des apnées ou s'il a une respiration très superficielle qui ne vous semble pas du tout efficace. Si vous avez un saturo compatible avec les bébés, ce qui n'est pas toujours le cas en cabinet, on peut prendre une saturation, sinon au moins prendre une fréquence cardiaque, pareil, au moins manuellement. Donc si les bradycardes en dessous de 80 ou si tachycarde en dessous de 80, c'est des signes de gravité. Toujours l'alimentation, comme je vous l'ai dit, donc un enfant qui refuse de s'alimenter ou qui présente des signes de déshydratation, ça doit inquiéter. L'épuisement, le comportement général, on revient dans le CRC, le comportement de l'enfant. Donc si vous avez un enfant qui est épuisé au bout du rouleau, c'est pareil, c'est un signe de gravité. Et puis la population à risque, c'est les moins de 2 mois. Il faut vraiment savoir qu'une rhinite obstructive chez les moins de 1 mois et demi, ça peut vraiment être problématique. Ça a des enfants qui peuvent faire des apnées à la maison, c'est facteur de risque de mort inattendue du nourrisson. Donc
L'âge inférieur de moi, je pense, ça doit faire tilt, et ceux-là, il ne faut pas hésiter à les adresser. Un seul critère suffit, il n'y a pas besoin d'avoir les signes, la cyanose, tout ça. Si un seul des critères est présent, à mon avis, pour la sécurité de tous, vous adressez aux urgences, et après aux urgences, on fait le taf de l'étrier si besoin. On surveille attentivement les bronchiolites qui vont être modérés. Donc, c'est les bronchiolites qui sont caractérisés par des signes de tirage qui vont être plus modérés, donc principalement un tirage intercostal ou basithoracique, et une polypnée, mais qui va être modérée, entre 60 et 70. Toujours pareil, si vous avez une saturation dispo, on peut la prendre. Sinon, on prend au moins une fréquence cardiaque qui doit être entre 80 et 180. L'alimentation, si elle est diminuée à faire à 50% des prises sur 3 prises consécutives, c'est pareil, on doit faire attention. Pour les enfants qui sont au sein, faut demander un petit peu la maman comment elle sent quand il tète. Est-ce qu'il tète moins longtemps? Est-ce qu'il s'épuise plus vite? Est-ce qu'elle a l'impression que les seins sont moins vidés après les tétés ou pas? C'est un peu plus subjectif, mais il faut faire confiance à la maman sur ça. Et puis, toujours pareil, cette tranche d'âge, donc entre les 2 et 3 mois, faut être plus vigilant parce qu'on risque de plus vite s'aggraver que les autres et de faire des bronchiolites plus sévères. Et puis, tout ce qui va être comorbidité, donc les bébés prématurés, les cardiopathes, tout ce qui va être pathologie neuromusculaire ou pulmonaire, c'est aussi des enfants qui peuvent faire des bronchiolites plus graves par la suite et s'aggraver plus rapidement, donc on doit rester vigilant plus. Donc, si vous êtes dans cette tranche-là, hyper important donc, de votre prise en charge, c'est de donner une fiche conseil avec des conseils écrits. Parce que vous dites les choses à l'oral, les parents ils vont retenir un truc, ils sont un peu dans la panique, ça va pas passer. Donc, donnez des conseils écrits. Il y a des fiches toutes faites qui sont très bien faites de l'HAS, ou moi j'utilise beaucoup le trousseau de poche. C'est parfait, vous la montrez, vous l'expliquez, vous la donnez aux parents et ils peuvent vraiment se baser sur ça et puis expliquer bien sûr la thérapeutique à mettre en place. On y reviendra tout à l'heure. Et puis, il faut réévaluer systématiquement ces enfants à 24 heures et à 48 heures d'évolution. Parce que dans la bronchiolite, souvent, quand ils se dégradent, c'est dans les 2-3 premiers jours de l'apparition des symptômes. Donc, à revoir en systématique. Si jamais la surveillance ne sera pas possible à la maison, parce qu'un contexte social compliqué, un éloignement par rapport au recours aux soins qui est trop important et qui ne permettent pas une surveillance adaptée, dans ce cas-là, je pense que c'est pareil, il ne faut pas hésiter à les adresser et on fera le tri une fois qu'ils ont été adressés. Et souvent, on les garde quand même en surveillance si on ne le sent pas. Quelle bronchiolite on peut renvoyer à la maison en disant bon ça va sûrement passer. C'est les bronchiolites légères, donc qui présentent pas de signes ou des signes très légers de tirage, qui sont apnéiques, qui ont une fréquence cardiaque et une saturation normale, qui s'alimentent bien, donc qui ont une alimentation à plus de 50% de leur ration quotidienne normale, et les plus de 3 mois, avec un bon comportement neurologique, toujours ce CRC, et des parents qui sont fiables et qui sauront reconsulter si jamais ça va moins bien. Donc pareil, on donne bien les fiches consignes écrites aux parents, des consignes de reconsultation, et on reste disponible si besoin. Les thérapeutiques dans la bronchiolite, c'est pas compliqué. C'est la DRP, toujours que la DRP, rien que la DRP. Faut pas hésiter à montrer aux parents comment on fait, parce qu'il y a plein de parents où ils disent faut nettoyer le nez, mais en fait ils savent pas comment on nettoie un nez. On leur montre souvent un peu à la maternité, mais ça passe assez rapidement à la trappe. Donc pas hésiter à faire une DRP au cabinet pour leur montrer tout ça. Et puis, pas hésiter à fractionner les repas, parce qu'un bébé qui est gêné pour aspirer, il va souvent moins bien téter. Donc, fractionner les repas, ça lui permet un peu de récupérer entre et d'avoir une meilleure alimentation. Donc, on n'hésite pas à dire aux parents des plus petites quantités, mais un peu plus souvent. Et qu'est-ce qu'on évite, qui peut être inutile, voire des fois dangereux? Alors, la ventoline ou les corticos inhalés, c'est pas recommandé en systématique dans un premier ou dans un deuxième épisode de bronchiolite, d'épisode de dyspnée sifflante avant 12 mois, selon l'HAS. On peut tester si jamais on a une suspicion d'asthme du nourrisson. Donc, choisir un bébé, c'est son deuxième épisode de dyspnée sifflante. Il y a des antécédents un peu d'atopie dans la famille, d'asthme, d'eczéma ou même chez lui. Dans ce cas-là, on peut tenter un petit peu de ventoline, mais ça à réévaluer. On teste, si ça marche, on poursuit, si ça marche pas, ça marche pas. Et c'est que c'est pas de l'asthme et c'est qu'encore un énième épisode de bronchiolite sûrement. Si vous en mettez des bonnes doses. Ça sert à rien de mettre 2 bouffées par-ci par-là. Vous faites une bouffée pour 2 kg de poids. On fait max 10 bouffées, donc
mais c'est des bébés qui atteignent 20 kilos, donc c'est plus des bébés. Et on fait ça pendant 4 à 5 jours. Pour les corticos inhalés, donc type Flixotide, c'est pareil, c'est à mettre si suspicion d'asthme du nourrisson, ou dans la catégorie un petit peu des prémas bronchodysplasiques. Dans ce cas-là aussi, vous pouvez quand même mettre des corticos inhalés. Et les posologies qui sont reco à cet âge-là, ça va être du Flixotide, 50 gamma, 2 bouffées par jour. Je conseille de les faire en même temps, 2 bouffées le matin plutôt qu'une le soir, une le matin, parce que ça perd un peu tout le monde. Donc 2 bouffées par jour. On fait au moins 3 mois. Ça aussi, faut revenir les parents. C'est un traitement de fond. Et on ne fait pas le Flixotide quand il est malade. Donc c'est 3 mois d'affilée et on réévalue par la suite. Mais voilà, pas du tout à mettre en systématique sur un premier ou deuxième épisode. Les antibiotiques, c'est pas automatique également, sauf si vous avez un argument fort pour une surinfection bactérienne, mais souvent vous allez devoir avoir besoin d'examens complémentaires, que ce sera une radio, une CRP. Donc très souvent, il n'y a pas besoin d'antibiotiques. La kiné, c'est pareil. Pas de kiné pour les bronchiolites qui sont prises en charge en ville. Il n'y a pas de nécessité. Parfois, ça les aggrave. Il faut que ce soit des kinés qui savent bien faire. Donc voilà, pas recommandé pour une prise en charge d'une bronchiolite qui va pas si mal. Et puis, en pédiatrie, jamais d'antitussif. Jamais, 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 jamais. Pour le coup, c'est quelque chose qui peut être dangereux. Face à une détresse respiratoire, faut quand même, notamment une bronchiolite, une dyspnée sifflante, faut quand même avoir en tête que c'est peut-être pas respiratoire. Et il faut toujours traquer la pathologie cardiaque sous-jacente qui peut mimer vraiment une bronchiolite initialement, avec des enfants qui vont être un peu polyniques, qui vont siffler. Donc il faut toujours rechercher en systématique d'autres signes, une hépatomégalie qui sera souvent présente s'il y a un problème cardiaque, un enfant qui est tachycarde, les poux fémoraux bien sûr chez les tout petits, des bébés qui finalement vous les voyez, ils ont ça et vous reprenez leur courbe et ils n'ont pas grossi depuis un mois, ça aussi ça doit vous alerter, stagnation pondérale et tout symptôme préexistant à la détresse respiratoire comme des pauses à la tétée, un bébé qui, la maman vous dit, il met 1 heure à finir son biberon parce qu'il doit s'arrêter toutes les 10 minutes pour reprendre sa respiration, il finit en sueur, il respire super vite, ça doit vous faire tilt également. C'est pas forcément respiratoire son problème. Et enfin, ce qui doit aussi essayer de vous faire tilt, c'est l'évolution inhabituelle d'une bronchiolite. Si vous voyez un bébé qui a une bronchiolite 1 mois et demi après et qu'il est encore un peu polypnéique, vous écoutez, il siffle, il crépite encore un petit peu, c'est pas normal. Normalement, une bronchiolite, au bout de 3 semaines, 1 mois, c'est réglé. Il est plus censé être symptomatique. Donc, s'il est encore symptomatique, il faut penser à autre chose et il faut faire des examens complémentaires, notamment déjà une radio pulmonaire pour voir s'il n'y a pas une cardiomégalie, ce sera un bon début. Et pas hésiter à adresser si vous avez un doute. Petit mais très bref topo sur la laryngite. C'est un peu plus simple, un peu plus dichotomique. Donc ça commence souvent la nuit. Donc très souvent, ils vont directement consulter ailleurs que chez vous, mais bon, vous pouvez les voir le lendemain chez vous quand même. 2 catégories, soit ils ont plus de 6 mois, pas de signe de gravité, c'est un premier épisode, donc c'est une toux rock isolée, pas de stridor au repos, pas de signe de lutte. Dans ce cas-là, le traitement, c'est des corticos, 1 mg kilo de Soluprède, ou si vous préférez le CLSN, c'est 12 gouttes kilo, et on fait 1 à 3 jours grand maximum. Et on donne des consignes de reconstitution, bien entendu. Si jamais, par contre, c'est un enfant qui a moins de 6 mois, ou qui a des signes de lutte, un stridor permanent, ou qui est récidivant, donc c'est un 3e épisode ou plus, dans ce cas-là, c'est mieux d'adresser parce que très souvent, nous, ces enfants-là, alors s'il y a des signes de lutte, ils ont le droit à leur aérosol, d'adresser tout ça à leur surveillance. Et si c'est les moins de 6 mois récidivantes, on les montre à des ORL parce qu'il peut y avoir des pathologies sous-jacentes, des angiomes sous-logiques, des choses comme ça qui peuvent mimer des laryngites, mais qui n'en sont pas forcément. Donc là, moins de 6 mois récidivantes, faut y penser, faut pas dire ah encore une laryngite, dis donc, c'est pas normal, jusqu'à preuve du contraire. La fièvre. Donc pareil, on repart sur nos rouges, orange, vert. Donc la fièvre, à quand vous réfléchissez pas trop et vous adressez, c'est les moins de 3 mois. Il faut être systématique. Moins de 3 mois, même si le bébé va bien, c'est toujours potentiellement grave jusqu'à preuve du contraire. Donc les moins de 3 mois, direction les urgences. Si bien sûr la fièvre est mal tolérée, le fameux CRC qu'on a vu tout à l'heure, donc des enfants qui sont altérés sur le plan général, qui présentent des signes respiratoires, qui sont marbrés, qui sont cyanosés, qui ont des frissons. Le purpura, ça vous connaissez bien j'imagine, donc on parle toujours, donc le purpura
fulminant, celui lequel on se méfie le plus, donc c'est des poufras souvent qui sont extensifs, nécrotiques ou échymotiques. Bon, là, il n'y a pas à chapeauter, c'est direction les urgences. Je ne sais pas si vous avez de la ceftriaxone dans les cabinets, on va faire en IM avant les départs. Ouais, c'est comme l'adré, non? Vous en avez, non? Pas forcément. Bon, si vous en avez, une petite dose de C3G IM avant tout transfert, ça peut sauver la vie. Il faut se méfier au début, le purpura fulminans, ça peut se présenter tout au début comme un purpura pétéchial. Donc tout purpura fébrile doit faire alerter. Souvent, ils sont quand même pas très bien, mais au tout début, ils peuvent avoir 3 boutons sur le bras et 1 heure après, ils sont au choc. Donc ça doit vous alerter. Si la maman après vous dit ces 3 boutons ils sont là depuis 3 jours, ça n'a pas bougé, que l'enfant est bien, bon, il n'y a peut-être pas besoin de dégainer tout le truc, mais voilà, si doute, c'est 3G et on envoie aux urgences, on n'attend pas. Parce qu'ils vont vraiment très très vite mal. Si sur leur fièvre ils se déshydratent parce que comme je vous ai dit, quand ils sont mal ils bouffent plus, ils s'alimentent plus, donc si c'est ça et qu'ils s'alimentent plus, et du coup c'est pareil, direction les urgences pour une petite réhydratation de moins. Et puis, si vous suspectez un syndrome de Kawasaki, donc c'est plus rare, mais il faut savoir y penser sur une fièvre qui est prolongée. Donc, dans la définition, c'est plus de 5 jours, mais des fois, on a des tableaux qui commencent un petit peu avant. Donc, une fièvre prolongée avec une atteinte cutanée aux muqueuses, donc ça peut être une éruption cutanée qui est pas du tout... c'est très polymorphe. On a un peu de tout, associé souvent à des atteintes muqueuses, donc des chéilites, des glossites, des conjonctivites, des anénopathies, et puis on peut avoir une atteinte des extrémités avec un aspect un peu de desquamation au niveau des mains notamment. Et y penser aussi si j'ai les fièvres isolées chez les moins de 6 mois, parce que les moins de 6 mois, ils font des tableaux un peu plus bâtards. Des fois, c'est que de la fièvre sans tout le reste. Donc voilà, s'il y a une fièvre prolongée que vous n'expliquez pas, vous n'avez pas trop de points d'appel, pas hésiter aussi à l'adresser pour bilan complémentaire. Quand est-ce qu'on reste vigilant sur une fièvre où on n'a pas besoin forcément de dégainer le grand attirail, mais il faut savoir les revoir et compléter quand même son examen? C'est les fièvres de moins de 24 heures sans point d'appel, parce que ça arrive souvent que les parents un peu paniqués, ils vous amènent à 2 heures de fièvre. Bon, vous êtes là d'accord, très bien, je sais pas quoi en faire. Souvent, tu n'as pas de point d'appel initialement. Donc, ceux-là, bien laisser de les revoir à 72 heures s'ils sont encore fébriles pour voir si vous avez quelque chose à vous mettre sous la dent. À l'inverse, ceux qui ont de la fièvre depuis plus de 72 heures, mais sans point d'appel, ça, il faut savoir rechercher un peu des points un peu plus profonds. Donc, pas hésiter à prescrire une CBU à faire. La radio pulmonaire, des fois, il y a des nourrissons qui ont des énormes pneumopathies et en fait, quand vous les voyez cliniquement, ils tirent pas, ils s'oxygènent bien, ils sont pas plus polymiques que ça. C'est très trompeur, la pneumopathie chez le tout petit. Donc, pas hésiter si fièvre inexpliquée, à faire une petite radio pulmonaire et puis une CRP pour savoir un petit peu dans quoi vous vous engagez. Si à 72 ans de fièvre, vous avez une CRP à 10, vous serez plutôt rassuré. S'il a 200, vous irez un petit peu plus loin. Et puis, voilà, j'ai dit moins de 3 mois, toujours urgence. Il y a le 2 mois et demi qui vient d'avoir ses vaccins, qui fait son 38-2, 48 heures de ses vaccins, qui va parfaitement bien. Bon, lui, éventuellement, vous le revoyez le lendemain. Si la fièvre dure plus de 24 heures, c'est quand même peut-être bien de l'envoyer aux urgences pour faire un petit bilan, mais on peut temporiser éventuellement dans ce contexte-là et uniquement dans ce contexte-là. Et toujours pareil, si c'est des enfants qui arrivent un peu à s'hydrater, mais pas trop, qui ont un peu perdu de poids, on n'hésite pas également à les surveiller, à les revoir pour voir que tout aille bien. Idem, si vous pensez que les parents vont pas faire le bilan, vont pas reconsulter si ça va moins bien, que vous avez un doute diagnostique, faut mieux les adresser. Quand est-ce qu'on renvoie l'enfant à la maison en disant avec un peu de Doliprane et ça va aller, ou le traitement symptomatique qu'il faut, c'est les plus de 3 mois avec une bonne tolérance de leur fièvre, toujours le CRC, qui s'hydrate bien, pour lequel vous avez une explication à cette fièvre. Et donc, dans ce cas-là, vous mettez les thérapeutiques adaptées. S'il y a une otite, vous mettez des antibiotiques, etc. Pareil, pas hésiter à donner des fiches conseils écrites sur quand et comment reconsulter aux parents. Et puis, rester disponible toujours pour une réévaluation si besoin. Ça, c'est un petit organigramme juste pour vous montrer aux urgences, nous, qu'on utilise. C'est justement la fièvre avant 3 mois. Ça vous montre qu'on fait toujours des choses. Donc, il y a des choses que je pense que vous ne pouvez pas faire forcément au cabinet. Donc, avant 3 mois, il se passe toujours des choses avant de conclure. Bon, c'est rien, il peut rentrer à la maison, on le surveille.
Il se passe toujours plein de choses, donc pas hésiter à les envoyer, ça sera jamais envoyé pour rien et personne ne vous en voudra de les avoir envoyés, même si finalement il a juste un rhinovirus dans le nid. Les vomissements. Alors, les vomissements, c'est un peu comme les détresses respiratoires. Il ne faut pas dire « Oh, vomissement, encore une gastro ». Faut savoir chercher autre chose parce que chez le tout petit, tout les fait vomir. Que ce soit des infections ORL, les angines, les otites, des infections comme la pyélonéphrite, infections pulmonaires, des troubles métaboliques, des causes neuro, des cardiopathies, vraiment tout fait vomir. Donc encore une fois, un examen complet et déshabillé plus. Toujours retenir que des vomissements sans diarrhée, c'est pas une gastro-entérite, jusqu'à preuve du contraire. Ça commence souvent que par des vomissements, on est d'accord, mais il faut chercher toutes les autres causes avant de le conclure, c'est une gastro débutante, parce qu'on se fait souvent piéger, et normalement, une gastro, il y a des diarrhées qui sont associées. Surtout à cet âge-là, les petits, en général, ils ont les deux. Et puis, toujours prendre le temps d'interroger les parents, parce que des fois, vomissement, régurgitation, c'est pas très simple à faire la différence, donc on prend le temps de faire préciser aux parents quand, comment. Alors, rouge, quand est-ce qu'on réfléchit pas trop de nouveau et qu'on adresse toujours les mêmes, hein. Les moins de 3 mois, la pathologie un petit peu à penser à cet âge-là sur des vomissements un peu isolés, ça va être la suspicion sténose pylore. Ce sont des vomissements qui apparaissent progressivement. Au début, c'était un peu, puis un peu plus, et puis là, c'est devenu à tous les biberons. C'est rangé, c'est en postprandial 10-15 minutes après la fin du biberon. C'est souvent un lait un petit peu caillé qui sent pas très bon, et c'est des bébés qui souvent crèvent la dalle, parce que du coup, ils vomissent tout ce qu'on leur donne. Donc, ils crèvent la dalle avant d'être déshydratés. Donc voilà, ça, on n'hésite pas à adresser pour une petite écho et prise en charge. Les vomissements qui vont être associés à des troubles neurologiques ou de la douleur. Donc ça aussi, ça doit vous alerter sur des pathologies notamment neurologiques, une HTIST, une méningite, un hématome sous-dural dans un contexte de bébé secoué, et plein de pathologies aussi digestives qui peuvent faire mal et qui peuvent rendre les enfants mal, des invaginations intestinales aiguës, les torsions, qu'elles soient testiculaires, ovariennes, les hernies étranglées, ou encore les pyélonéphrites. Donc dès qu'un enfant vomit, il faut chercher qu'il ne soit pas hypotonique, qu'il ne soit pas asthénique, toujours prendre un périmètre crânien, hyper important, voir qu'il n'ait pas changé de courbe en l'espace de 15 jours, la fontanelle, et puis faire préciser aux parents qu'il n'y a pas de malaise, et puis rechercher des pleurs inconsolables qui seraient signe aussi probablement de douleur ou de troubles neuro. Bien évidemment, des vomissements qui entraînent une déshydratation sévère avec une perte de poids de plus de 10%. Donc toujours chercher une diminution de la diurèse, des enfants qui sont cernés, des muqueuses sèches, implicutanées. Si jamais vous avez déjà vu cet enfant, il n'était pas si mal, vous le renvoyez à la maison avec un peu de SRO et que les parents reviennent parce que il fait que vomir, il prend pas le SRO. Celui-là aussi, il faut l'adresser pour qu'il ait une petite hydratation IV. Les vomissements bilieux, donc vert jaune. Vert jaune, c'est pas bon. On adresse, c'est souvent des pathologies chirurgicales au niveau digestif, que ça soit de nouveau une invagination, un volvulus, voilà. Vomissement bilieux, c'est hôpital direct. Et puis les suspicions de syndrome hémolytique et urémique. Je sais pas s'il y en a beaucoup ici, mais tous les vomissements associés à des diarrhées glérosanguantes, à des enfants qui sont un petit peu pâles, un petit peu asthéniques, pas très bien, ça doit alerter aussi et ça mérite un petit bilan complémentaire avant de se dire que c'est une salmonelle ou autre chose. Lesquels on reste un peu vigilant, ça va être les vrais gastro qui ont perdu un peu de poids mais pas trop, donc des déshydratations modérées avec une perte de poids entre 5 et 10%. Les gastro chez les moins de 3 mois, toujours la même population parce que ils n'ont pas beaucoup de réserves et que du coup ils risquent de vite se déshydrater. Et puis si vous avez un doute, si c'est que des vomissements sans diarrhée mais que les frères quand même a eu la gastro, donc vous dites il a dû choper la gastro, pas hésiter à le revoir pour voir qu'il y ait des diarrhées qui soient arrivées ou qu'il n'y ait pas d'autres choses à son examen qui s'ajoutent. Ou alors est-ce que c'est pas des vomissements mais plutôt un reflux, donc pas hésiter à ceux-là, à les revoir et à les réévaluer fréquemment. Pareil que pour la bronchiolite, pour la gastro notamment, il y a des très belles fiches qui sont faites pour les parents. Moi, toujours le trousseau de poche. Je fais un peu de la pub pour eux alors que je n'ai pas été à Paris, mais ils ont fait des très beaux documents. Et puis pareil, apprendre aux parents du coup la préparation du SRO, qui est le traitement plus de la gastro.
Et ceux-là, on essaie de les réévaluer aussi systématiquement à 48 heures pour voir que la perte de poids soit bonne, que le petit de 3 mois ne soit pas desséché et de confirmer ou non votre diagnostic initial. Pareil que la bronchiolite, si jamais vous ne le sentez pas, que le contexte social est compliqué, que les parents vont pas revenir, qu'ils ne vont pas donner le SRO, que plein de choses, envoyez-les, adressez-les et par la suite, ça sera débrouillé à ce moment-là. Lesquels on peut renvoyer, c'est les vrais gastro-entérites chez le plus de 3 mois qui ne sont pas déshydratés, avec une bonne tolérance clinique, qui arrivent à s'hydrater par os et avec des parents fiables qui auront facilement un recours aux soins s'il y a besoin. Tout pareil, fiche conseil de reconsultation et on reste disponible. Dans la gastro, le pareil, un peu comme dans la bronchiolite où je disais la DRP c'est le seul traitement, dans la gastro ça va être le SRO, Adiaril ou tout ce que vous voulez. Il faut bien expliquer comment on reconstitue aux parents, parce que si c'est pas bien reconstitué, il peut y avoir des troubles bioniques. J'avais un enfant qui avait convulsé sur une hypernatrémie parce que les parents ils mettaient un sachet dans 20 ml d'eau et pas 200. Donc ça apportait un peu trop de sel. Pas hésiter à le donner donc en fractionné. Moi je dis aux parents, vous donnez 10 ml toutes les 10 minutes, qu'on peut augmenter un petit peu si l'enfant vomit pas. On fait ça pendant 2 à 4 heures, que ça excluant ça, et après on essaye de reprendre l'alimentation classique. Pour les petits qui sont au sein, éventuellement on peut les laisser téter si ils tolèrent bien le sein en plus de la diarrhée. Et après ces 2 à 4 heures, un peu de jeûne, on reprend les repas en fractionné. Chez les plus grands qui sont déjà diversifiés, la compote, ça marche très bien avant de reprendre le reste. Qu'est-ce qui est inutile chez les bébés, les nourrissons? C'est les antiémétiques, tout ce qui est Vogalène, tout ça, les antidiarrhéiques. L'ultralevure, c'est discutable selon les dernières études, mais voilà, vraiment ce qui doit apparaître sur l'ordonnance, c'est le SRO, le SRO, le SRO. Parce que souvent les parents, si vous leur mettez le SRO, le Vogalène, le Smecta, le truc, ils vont faire un choix, les parents ils vont pas tout donner et ce qu'ils vont pas donner c'est le SRO. Et donc les enfants vomissent peut-être plus mais ils s'hydratent pas donc c'est pas mieux. Et ça marche pas très bien en vrai honnêtement. Et la dernière partie, non des moindres, qui nous fait tous un petit peu peur, c'est les pleurs. Les pleurs, parce qu'un bébé, ça pleure. Les pleurs, c'est physiologique chez le bébé. Ils vont augmenter souvent en durée et en fréquence dans les 6-7 premières semaines. Ils atteignent leur max, qui est à peu près 3 heures par jour, avant un peu de rediminuer par la suite et d'atteindre plutôt 1 heure par jour vers 3 mois. Donc ça pleure parce que un nourrisson, c'est complètement dépendant de tout le monde. Et donc, c'est ce seul mode d'expression pour un peu se manifester. C'est un motif très fréquent de consultation, que ce soit en ville ou aux urgences à l'hôpital. C'est forcément source d'anxiété parentale. Et puis, le principal problème des pleurs, c'est que c'est le principal facteur de risque de maltraitance et notamment de syndrome du bébé secoué. Donc tous les pleurs, même si c'est des pleurs finalement qui vont s'avérer être fonctionnels, où il n'y a pas de danger immédiat pour l'enfant, il faut les prendre au sérieux, il faut écouter les parents, il faut les accompagner, il faut les prendre en charge, parce qu'en les prenant en charge, on prend en charge aussi tout ce risque derrière qu'il y a de maltraitance ou de syndrome du bébé secoué. Donc c'est vraiment à écouter plus et à ne pas négliger, même si heureusement dans 90% des cas, c'est des pleurs fonctionnel, on va dire, et qu'il n'y a pas forcément grand-chose à faire. Donc, avant de dire c'est rien, ça pleure jamais vraiment sans raison, un bébé, donc il faut checker, il faut traquer les raisons, les raisons qui sont graves. Et pour ça, vous pouvez essayer un petit peu déjà de faire la différence entre si c'est des pleurs aigus ou si c'est des pleurs prolongées qui durent déjà depuis un petit moment et qui semblent excessifs pour les parents. Donc, les pleurs aigus, c'est des pleurs souvent synonyme de douleur, c'est des débuts brutals, intenses. Les parents, ils vous disent vraiment, là, depuis ce matin à 8 heures, il fait que hurler, alors que hier, il allait parfaitement bien, je ne sais pas quoi faire. Donc ça, vraiment, les pleurs aigus comme ça, il faut traquer la cause organique. Et il y a toujours une cause jusqu'à ce que vous ne trouvez rien et que vous en déduisiez que ce n'était pas grand-chose. Pour les pleurs prolongées, excessives, donc c'est des pleurs plutôt répétées, chroniques, avec des parents qui ont déjà peut-être consulté pour ça 2 ou 3 fois. Pareil, c'est souvent fonctionnel, mais ça reste un diagnostic d'élimination et il faut checker un petit peu autour qu'il n'y ait rien de plus. Donc les pleurs aigus, c'est toujours rouge jusqu'à preuve du contraire, comme je vous ai dit. Il faut toujours tout traquer.
Donc ça peut être des pathologies intestinales, digestives, donc toujours l'invagination intestinale aiguë, donc si c'est des pleurs associés à des vomissements, qui sont souvent en salve, entrecoupés de moments où l'enfant est plutôt bien, des enfants qui font des malaises, des rectorragies, ça on fait attention à l'invagination. On le déshabille quand on enlève la couche parce que des fois ça peut être une hernie étranglée, une torsion, donc toujours examiner son enfant tout nu. Tout ce qui va être cause neurologique, méningite, HTIC, donc c'est souvent des pleurs avec des enfants qui ont un cri très très aigu, un cri très particulier. Je pense que si un jour vous en voyez un, vous reconnaîtrez que c'est pas un pleur classique. Les infections, notamment les infections urinaires, qui parfois sont un petit peu trompeuses chez le petit. Il n'y a pas forcément de fièvre, mais ça peut être des enfants qui prennent pas trop de poids. Donc voilà, pas hésiter des fois à faire une petite ECBU, des choses comme ça pour checker qu'il n'y a rien de ce côté-là. Tout ce qui est traumatique, donc pareil, on examine bien son enfant, voir qu'il n'y ait pas de signes, malheureusement, de maltraitance, pas de bleu sur le corps, pas de déformation, checker un peu les brûlures occultes qu'on appelle, donc des fois le biberon trop chaud, donc pas hésiter à faire un petit examen au niveau ORL, au niveau de la bouche de l'enfant, voir qu'on passe pas à côté de tout ça. Et puis un peu plus rare, ça va être la TSV. Donc la tachycardie supraventriculaire, les excès de TSV, ça peut faire mal. Donc ça, c'est un peu à l'auscultation. Si vous trouvez un enfant qui a un rythme trop élevé, il faut y penser à ça. Et pas forcément. Alors il sera forcément tachycarde s'il pleure, mais s'il est vraiment très très tachycarde, il faut le garder en tête. C'est un peu plus compliqué à diagnostiquer, mais il faut savoir y penser. Donc ça, c'est vraiment les pathologies où ça nécessite d'être adressé. Et puis après, il y a d'autres causes aiguës, mais qui peuvent être pris en charge en ambulatoire tranquillement, mais qu'il faut quand même trouver, parce que si c'est ça, on peut mettre des choses en place rapidement pour que l'enfant aille mieux plus vite. Donc c'est les otites. Les otites, ça peut faire très mal. C'est très rare avant 3 mois quand même. Une otite avant 3 mois, c'est pareil, c'est bien qu'ils voient un ORL, parce que c'est des traitements un peu plus compliqués en général. Tout ce qui va être constipation, fissure anale, ça fait mal aussi. Donc pareil, on déshabille bien son enfant, on examine tout. Les irritations au niveau du siège. Et puis, le fameux syndrome du tourniquet. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Mais c'est du coup des cheveux qui viennent s'enrouler dans les chaussettes au niveau des pieds ou dans les petits, quand les mamans elles mettent les pieds de moufle, là, au niveau des doigts. Et donc ça peut vite y passer à côté. Ça nous est tous déjà arrivé en tant que pédiatre, je pense, et c'est un peu dommage parce que c'est pareil, c'est pas trop compliqué à prendre en charge, faut juste couper le cheveu. Mais voilà, donc bien déshabiller encore une fois son enfant parce que ça peut passer inaperçu et ça fait super mal. Orange, donc quand est-ce qu'on surveille, on fait un petit peu attention, ça va du coup sur les pleurs un peu excessifs, prolongés. Donc c'est une définition qui est un peu floue. Ça concerne quand même pas mal d'enfants qui pleuraient peut-être un peu trop, jusqu'à un quart des nourrissons de moins de 4 mois. Compliqué, entre pleurs inexpliqués, coliques du nourrisson, il y a plein d'entités dans cette grande famille dont les limites sont un petit peu floues. Et quand juger que c'est des pleurs excessifs ou prolongés, c'est pareil, c'est pas simple. Il y a une règle des 3x3 qui existe. Bon, elle vaut ce qu'elle vaut, ça vous fait un petit peu un repère initial. C'est des pleurs qui sont présents plus de 3 heures par jour, plus de 3 jours par semaine, depuis au moins 3 semaines. On peut considérer là que c'est excessif et prolongé. Et il y a toujours un peu ce côté subjectif aussi, sur le côté excessif, ça va être le ressenti des familles, le ressenti des parents, et si c'est une intolérance aux pleurs des parents ou pas, ou si vraiment il y a des pleurs qui sont plus que la normale. À quoi penser dans cette catégorie-là principalement? Donc il y a plein de choses, mais je vous ai fait un petit récap en 2-3 trucs. Tout ce qui va être reflux, œsophagite. Donc, quand le bébé rejette et que ça ressort, c'est plutôt simple à diagnostiquer. Des fois, c'est des reflux internalisés, c'est un peu plus compliqué à comprendre. Donc, il faut traquer à l'interrogatoire si les repas c'est compliqué, si c'est des enfants quand ils tètent, ils s'agitent, qui pleurent quand ils sont en train de téter ou après, qui se mettent un peu en hyperextension. Et puis, c'est souvent des enfants qui, du coup, quand ils sont vraiment en position en DV total, ça remonte plus facilement. Donc, il va y avoir des perturbations du sommeil souvent associées à tout ça. Si vraiment vous avez l'impression qu'il y a des signes de reflux ou d'œsophagite pathologique, pas hésiter à mettre en place un traitement d'épreuve. Si c'est du lait artificiel que le bébé boit, on peut passer déjà du lait AR. Si c'est de l'allaitement maternel, bien sûr, on continue l'allaitement maternel.
Et puis, on peut mettre en place, du coup, un traitement par antisécrétoire, donc des IPP, 1 mg kilo, plus ou moins un pansement gastrique type Gaviscon. Et là, vous faites une semaine de traitement. Pas plus au début. Et puis, au bout d'une semaine, vous envoyez votre enfant. Si les symptômes vont beaucoup mieux, que ça a franchement amélioré l'enfant, dans ce cas-là, vous pouvez poursuivre pendant 1 mois. Si ça n'a rien changé, il faut peut-être reconsidérer votre diagnostic. Un peu plus compliqué, ça va être l'APLV, notamment l'APLV IgE non médié, parce que l'APLV IgE médié, c'est un peu plus simple, on va dire, sachant que ça va des symptômes comme les autres allergies classiques à d'autres aliments qui vont être aigus 2 à 3 heures après l'ingestion, avec des symptômes cutanés, digestifs, respiratoires. Bon, ça se traite comme une allergie, une anaphylaxie classique. Mais non IgE médié, ça va être des symptômes un petit peu plus frustres. Avec notamment des enfants qui grossissent pas trop, toujours cette histoire un peu de reflux, mais souvent ça s'associe à des troubles digestifs, donc diarrhée ou au contraire constipation, et puis des signes traquer des signes d'atopie, eczéma, asthme, tout ce qui peut rentrer dans le contexte d'allergie. Ça c'est pareil, si vous y pensez, les IgE non médiés, faire des RAST ou des IgE-SP, souvent ça va revenir négatif, parce que c'est pas IgE médié. Vous pouvez en faire, mais si c'est négatif, bon, ça vous dit pas grand-chose. Et si c'est positif, c'est peut-être pas une allergie, ça peut être juste un peu une sensibilisation, donc ça vous aide pas forcément non plus par la suite. Donc ce qui est conseillé de faire, c'est d'essayer de faire un traitement d'épreuve, donc d'enlever les PLV. Donc soit vous mettez des hydrolysats, soit vous mettez du lait de riz. Moi, je trouve que c'est un peu plus accepté. C'est un petit peu niveau goût. Je pense que c'est un petit peu mieux accepté. Et puis, vous faites ça pendant 1 mois. Et puis, vous envoyez les enfants. Soit ça va beaucoup mieux. Dans ce cas-là, vous dites, c'était peut-être ça. Vous essayez de réintroduire. Si les symptômes réapparaissent quand vous réintroduisez le lait classique, c'est que sûrement, c'est ça. Et puis, si c'est un allaitement maternel, on continue l'allaitement maternel. Et ça va être plutôt un régime d'éviction à faire par la maman. Vous avez des régimes types sur Internet qu'on peut trouver. C'est très contraignant. Et c'est pareil, ça va faire 1 mois. Mais voilà, c'est très contraignant. Il faut prévenir la maman que ça peut être un peu fastidieux. Et enfin, un bébé, ça pleure, mais c'est peut-être pas forcément parce que lui, il a un problème, mais ça peut être un problème de son environnement, parce que les bébés, c'est un petit peu des éponges, et si ça va pas autour de lui, il va faire comprendre qu'il comprend que ça va pas. Et donc, il faut chercher traquer un petit peu, si vous avez rien d'autre à vous mettre sous la dent, traquer un petit peu ce qui se passe autour de cet enfant. Donc, s'il n'y a pas une intolérance aux pleurs habituelles du côté des parents, tout ce qui va être anxiété maternelle, baby blues, dépression du postpartum, des tensions intrafamiliales, des violences conjugales, voilà. Vraiment tout ça, ça peut entraîner des pleurs excessifs ou prolongés chez le nourrisson. Donc c'est à traquer. Les facteurs de risque un petit peu de tout ça, ça va être souvent des premiers bébés, des familles monoparentales, un isolement social, des parents avec un haut niveau d'études et qui travaillent beaucoup également, un âge maternel dans la trentaine et tout ce qui va être un peu toxique parce que souvent il y a un peu un syndrome de sevrage derrière tout ça qui peut entraîner des pleurs chez le bébé. Si tel est le cas, il faut pas dire c'est pas le bébé, c'est pas grave. Il faut le prendre en charge, il faut proposer un accompagnement auprès des parents, un soutien psy et ne pas les lâcher parce que dans cette catégorie-là, le passage à l'acte de maltraitance de bébés secoués est d'autant plus important que pour les autres. C'est pareil, on surveille, on essaie de faire un suivi à la maison, mais si y a un épuisement parental qui est tel que vous dites ça va pas tenir, en fait là la mère elle est au bout du gouffre, ou que vous avez un doute diagnostique, vous avez essayé des choses, ça marche pas hésiter à les adresser ceux-là pour qu'on leur fasse des bilans un peu plus complémentaires et qu'on comprenne ce qui se passe. Quand est-ce qu'on peut vraiment rassurer c'est sur les fameuses coliques du nourrisson. Donc c'est un tableau en général assez typique. C'est des bébés, surtout le soir, qui vont devenir tout rouges, qui vont avoir les poings serrés, un abdomen tout ballonné. Souvent, ils ont plein de gaz. Mais à part ça, ils ont un bon état entre les crises. Ils continuent à bien s'alimenter, à bien grossir. Ils ont des phases de sommeil normales. Et à l'examen clinique, vous n'avez rien retrouvé. Donc dans ce cas-là, on rassure, on fait les conseils aux parents en leur disant qu'il n'y a pas de remède miracle, que ça finira par passer, mais que ça peut être un peu long et fastidieux.
Ce qui peut bien marcher, c'est tout ce qui va être portage, massage, bercement, et puis la patience plus. Et puis, on peut tester un peu de probiotiques. Il n'y a pas d'étude qui a montré une efficacité forcément à 100%, mais chez certains, on a l'impression que ça marche bien. Donc moi, souvent, je leur prescris pendant 1 à 2 semaines des probiotiques. Si ça marche super bien, ben, ils continuent. Si ça ne marche pas, ben, j'arrête. Et on repasse au portage, massage, bercement, patience. Pour conclure, je pense que les 6 réflexes à avoir devant un nourrisson qui vient vous consulter, c'est toujours de regarder avant de faire quoi que ce soit. Encore une fois, d'écouter les parents, plus. Toujours checker l'alimentation. N'hésitez pas à réévaluer tant que vous n'êtes pas sûr de votre diagnostic ou si les parents vous les sentez pas. Toujours prendre en compte le contexte et l'environnement dans lequel évolue l'enfant, parce que lui, il n'est pas autonome, donc même si il vous rassure, mais que les gens autour de lui ne l'aident pas, ça peut ne pas passer. Et puis, garder en risque les moins de 3 mois, quoi qu'il en soit, c'est une population à risque, et c'est toujours rouge ou orange, il faut toujours les revoir, cela pour n'importe quoi, n'importe quel motif pour lequel il vient, j'ai envie de dire. Donc, en message un petit peu clé, je pense qu'il faut vous faire confiance. Hein. Si vous le sentez pas, et puis vous adressez. L'intuition, ça fait un peu partie, je pense, de l'examen clinique. Hein. On a une formation pour ça aussi. Donc voilà, se faire confiance. Dans le contexte ici, je pense calédonien, plus qu'ailleurs, il faut peut-être savoir anticiper. Voilà, moi je suis à Marseille, il y a des urgences pédiatriques à 10 minutes de n'importe où tu habites à Marseille, donc bon, au pire tu dis rentre à la maison, il est moyen, bah, s'il est moyen, il ira aux urgences, c'est pas très grave. Ici, selon où les habitent les parents, selon où vous êtes, bah, ça peut être plus compliqué, donc peut-être prendre un seuil d'adressage un peu plus bas, en prenant en compte le temps du transport, le temps de tout ça. Voilà, essayer d'anticiper au maximum. Et puis c'est la sécurité avant tout, quoi. Donc il faut mieux adresser pour rien que de passer à côté. Voilà, je pense que tous les gens qui travaillent aux urgences préfèrent voir des enfants des fois un peu pour rien que de passer à côté de celui qui va faire la chose grave tout seul à la maison. Et enfin, c'est parce que vous êtes seul dans votre cabinet, que vous êtes vraiment seul. Je pense qu'on est tous disponibles pour vous aider si vous avez une question, que ce soit nous en néonat pour les tout petits ou par les pédiatres du service des grands si vous avez un peu des plus grands. Voilà, faut pas hésiter à passer un coup de téléphone. On peut très bien donner des avis et des fois concourir à des prises en charge un peu plus efficaces. Je reviens un petit peu sur tous les petits outils qui peuvent vous aider, en plus de nous. Le trousseau de poche, encore une fois, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà l'application sur le téléphone, ou voilà, mais vous pouvez vous inscrire gratuitement et il y a plein de choses sur les prises en charge et des fiches de conseil aux parents. Les pas à pas en pédiatrie sont très bien faits aussi pour toutes les choses un petit peu plus classiques du quotidien de l'enfant. Et puis les recours HAS sur lesquels aussi vous pouvez vous fier, bien entendu. Voilà.